Une république, c'est sa constitution, c'est-à-dire son ossature. C'est-à-dire le fait que c'est pas parce qu'à un moment donné, on a une majorité de Français qui sont d'accord pour cibler une partie de la population, on puisse le faire quand même. C'est ce qu'on appelle un état de droit. Et aujourd'hui, l'état de droit est en péril. Ça oui, donc les valeurs de la République sont en péril. Est-ce que vous avez ce débat en Suisse? Non mais franchement Patrick, il a fait un livre excellent, l'islam de marché, qui voilà, donc arrêtons de parler de la Suisse parce que... Je crois qu'il a envie de parler d'autre chose que la Suisse. Mais je crois que le modèle suisse est un modèle intéressant à mettre à l'épreuve par rapport à ce qui nous arrive. Peut-être qu'ils ont des choses peut-être à nous apprendre, les Suisses. Le modèle français, si tant est il existerait un modèle français, peut-être qu'il a aussi intérêt à apprendre de ce qui se passe ailleurs. Je ne sais pas s'il faut le prendre la Suisse comme modèle. Hein. Surtout qu'en matière de loi personnelle et de vie cible, on voit une catégorie spécifique. Notre changement de la Constitution sur le minéral, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'était pas vraiment le cas. Heureusement que je n'ai pas mentionné l'histoire du vote pour les femmes en Suisse qui a été acquis en 1973, et qui montre que la réaction ne se situe pas toujours là où on cherche à trouver. Si vous me permettez de me décloisonner. En France, on a fait à peine mieux, puisque c'est en 1944. 46. L'entrée en application de la loi, c'est 46. Mais elle a été votée en 44. Il y avait encore certains cantons et certaines communes en Suisse après 2000 où il n'y avait pas de droit de vote pour les femmes, mais au niveau local. Bref, ce qui me paraît important de relever, et c'est vrai qu'on a complètement zappé sur ce qui me paraît comme extrêmement intéressant, c'est-à-dire, c'est la question qu'on avait évoquée, la question de l'identité. Et un des points qui me semble intéressant par rapport à l'islam, c'est d'avoir une approche qui nous permette de rendre compte de la réaffirmation contemporaine de l'islam, en d'autres termes qu'en termes purement identitaires. Et je pense que le discours sur l'identité est un piège, dans la mesure où il est fondé sur cette idée de partage avant-tout. En gros, l'affirmation de l'islam comme affirmation identitaire est toujours nécessairement, de manière paradigmatique, posée comme une réaction à quelque chose. Alors que ce que j'essaie de démontrer dans ce petit livre, c'est la cité, qui ne parle pas de la Suisse, c'est précisément qu'il y a un vaste mouvement qui n'est pas un courant politique, qui n'est pas une mouvance idéologique, qui n'est pas un islam des Lumières, qui n'est pas un islam laïque, qui n'est pas un islam formaté par quoi que ce soit, mais une espèce de mouvance sociale qui est en train de traverser l'ensemble de cette réaffirmation contemporaine de l'islam. Effectivement, Hakim avait raison de l'évoquer, l'islam des jeunes aujourd'hui, ce n'est pas l'islam de nos parents. Une mouvance qui est en train de tout transformer dans une logique qui n'est pas une logique de réaction, qui est beaucoup plus une logique de normalisation culturelle, où pour prendre la musique, on peut faire des petites mini-études de cas. Il y a une musique qui a été pensée comme étant une musique identitaire, qui s'est formée dans les années 70, qui s'appelait, qui a été mise en place par les groupes islamistes allemands de la mouvance des frères musulmans. Vous avez appelé ça l'anachid, l'islamiyya, donc les hymnes islamiques. Cette musique a évolué. On parle maintenant de Arani Halal, de chansons halal. Elle puise toujours plus à des répertoires qui n'ont rien à voir à la culture. À la culture. Alors, au Caire, c'est vendu par Carrefour, mais précisément parce que c'est dans les standards de vente. Comme Amr Khaled, pour ne pas le citer, le jeune cher français, lui aussi passe parce qu'il a des cassettes qui, non pas forcément au niveau du contenu, mais au niveau de l'aspect, de la vendabilité, je ne sais pas si c'est un concept que vous utilisez, sont potentiellement mises sur le marché. La question du halal, le halal se généralise en France. Le nombre, le pourcentage de boucheries halal est énorme. On a une espèce de double mouvement, je dirais, à la fois de crispation identitaire et qui concerne autant les musulmans que les populations, que les sociétés européennes, mais également un mouvement où les signes se perdent de leur composante identitaire, entrent dans une espèce de société de masse globale qui, elle, dissout les frontières et peut aussi permettre de réunifier. Je pense que cette dimension non identitaire de la réformation religieuse ne doit pas être oubliée. Alors, notre troisième et dernier thème que je souhaite, auquel je souhaite vos réactions, c'est une idée qui est de plus en plus avancée par un certain nombre de ceux qui réfléchissent sur ces questions, qui avancent des idées assez iconoclastes, en disant finalement, sous les aspects un peu rude, un peu dure de la crise que traverse la France
face ou avec ou à côté de ces musulmans, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un modèle français qui tout simplement tarde à complètement absorber ces musulmans et que les Français sont impatients de passer à autre chose, et c'est parce que cette autre chose n'arrive pas encore qu'ils sont d'une certaine façon déçus. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une impatience de la part de la société française de voir ces musulmans définitivement dedans, et que finalement le processus est tellement lent, ça pose problème, et donc ça crée ces crispations de part et d'autre. Raphaël Loger. Je ne suis pas certain. Vous avez raison de le dire. Je ne suis pas certain, d'ailleurs, oui, il faudrait y réfléchir, mais il y a aussi une volonté de laisser dehors un certain nombre de personnes. C'est comme si... Alors, dites-moi, parce que c'est important. Voilà. Il y a une volonté, mais qui? Justement, il faut nommer quand même. Ne pas nommer les choses, en rajoutant pas dans du monde, je sais qu'elle veut. Alors nomme les choses. Je sais bien, mais ça veut dire que nommer les choses, ça voudrait dire les Français crispés en question, qu'il faudrait essayer d'analyser, mais j'ai du mal à les définir. Enfin, aujourd'hui, ils sont apparemment aux alentours de 60-70%. Enfin, c'est comme donc, ce que je veux dire, c'est que on se trouve, je crois, vraiment dans une situation étrange, en particulier lorsqu'on parle d'intégration, d'assimilation, tous ces mots. Je le rappelais, le mot d'assimilation, c'est un mot organique, c'est la digestion, c'est l'idée qu'on va absorber, digérer, et qu'il ne restera plus aucun signe de minorité. Je crois qu'on est dans une situation où, au fond, les populations dites arabo-musulmanes, globalement les populations issues de première, deuxième, troisième génération issues de l'immigration, qui sont au fond en France, en France même, dans l'espace social français, ce sont ces populations qui sont visées. Au fond, je pense que ces populations se sont très bien intégrées. Elles se sont intégrées, pas dans le sens où elles se sont désintégrées, comme on l'aurait souhaité, mais elles se sont bien intégrées au sens où elles se sont réappropriées localement, dans les espaces où on les avait confinées, des cultures qui progressivement ne sont plus devenues des cultures dominées, c'est-à-dire à la traîne d'une culture centrale, bourgeoise, des centres-villes, mais ont organisé leur propre manière d'être, leur propre esthétique, pas seulement sur le plan religieux, mais par des formes de langage, de musique, le verlan, etc., toute une série de choses, et que ça, ce n'est pas accepté par la société française. Donc en fait, ce qui n'est pas accepté par la société française, avec entre guillemets, ce n'est pas le fait que ces gens-là, entre guillemets, ne sont pas intégrés, on aimerait bien qu'ils s'intègrent plus vite, c'est que ces gens-là ne se sont pas désintégrés finalement, et qu'on aimerait bien qu'ils se désintègrent plus vite. Je crois que c'est ça, en réalité, l'enjeu. Et c'est ça qui pose problème. Mais comme on ne peut pas le dire comme ça, on l'euphémise dans le langage de « c'est un problème, il faudrait quand même qu'ils s'intègrent ». Et je suis désolé. Les individus, on l'a dit, vous l'avez dit tout à l'heure, les individus qui sont d'origine marocaine ou algérienne ou je ne sais quoi, mais ils sont 100% français. Mais ils sont 100% français dans un certain espace social en France spécifique, qui a construit sa culture spécifique, qui n'a rien à voir avec les cultures qui existent aujourd'hui au Maghreb, sinon de très loin. Mais c'est ça que l'on refuse. On refuse que se constituent sur le territoire de la République française des cultures qui ne sont plus construites dans le moule jacobin qui a été jusque-là, effectivement, pendant des générations, un moule. Ça ne concerne pas seulement l'islam. Mais c'est vrai que l'islam manifeste caricaturalement ce qu'on ne peut pas supporter dans ce sens-là. Donc je crois que le problème est à prendre en sens inverse. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, je dirais, l'homme qui regarde et qui vit la généralisation des cerveaux de produits, parce que je n'ai absolument pas oublié le fait que la question du halal, c'est d'abord 11 milliards d'euros. C'est énorme. 13 milliards de dollars en fait pour la seule France. 13 milliards de dollars, ça fait à peu près 9 milliards. 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros. C'est pas mal. D'accord, donc ça c'est le marché. Alors c'est pas des bénéfices, parce que les gens qui entendent, c'est un chiffre d'affaires. C'est un chiffre d'affaires, plusieurs milliards d'euros, c'est déjà, ça pèse dans la balance. Et surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ce marché-là, en France, notamment les produits